Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette édition. À la une de ce lundi 3 janvier, un militaire tahitien de 22 ans est accusé d'avoir assassiné sa compagne en France à coups de couteau. C'était pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ils étaient nombreux à se rendre au centre de Pao P'ai cet après-midi pour se faire vacciner et obtenir leur passe sanitaire. 49 nouveaux cas de Covid ont été détectés ces dernières 72 heures. La communauté LGBT de Polynésie française bénéficie d'une aide de l'État pour monter un foyer d'urgence dédié aux plus jeunes, l'occasion de sensibiliser les autorités locales. Nous ferons un point sur la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre avec notre invité Karel Luciani. Il préside l'association Cousins-Cousines. Enfin, nous verrons que derrière les rideaux fermés, de nombreux commerçants sont en réalité en train de travailler et surtout de compter leurs articles. C'est l'heure de l'inventaire. Mais d'abord, donc, ce féminicide près de Saumur, dans l'ouest de la France. Un militaire tahitien de 22 ans est accusé d'avoir assassiné sa compagne, elle aussi militaire à coups de couteau. C'était pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Reportage Mamel Mamoun et Karine Langlais. Le corps de la jeune femme âgée de 27 ans a été retrouvé tôt samedi matin dans la coursive de cet immeuble de Chassé, commune du département de Maine-et-Loire. L'auteur présumé du meurtre est un jeune Polynésien de 22 ans. Il a été interpellé par les gendarmes à quelques centaines de mètres du lieu du crime. Il n'est autre que le compagnon de la victime. Et c'est une voisine du couple qui a donné l'alerte. J'ai entendu un homme hurler. Et je n'ai pas entendu d'autres voix, donc je pensais qu'il était en train de s'énerver au téléphone. Ça a duré une bonne demi-heure et puis après, plus un bruit. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est après un réveillon bien arrosé que le jeune Polynésien est brusquement devenu agressif à l'égard de sa compagne avant de lui asséner plusieurs coups de couteau. La victime et le suspect étaient tous les deux militaires de carrière affectés à 2 régiments distincts. Retour à Tahiti où 3 rassemblements festifs d'ampleur sur la voie publique ont été observés ce week-end à Fa'a, Moorea et Mahina. Sur les routes, 2 accidents corporels sont à déplorer à Arue et Bora Bora. 30 personnes ont conduit sous l'empire d'un état alcoolique, 2 sous l'emprise de stupéfiants. Autre chiffre, ces dernières 72 heures, les autorités sanitaires dénombrent 49 nouveaux cas de Covid, dont 24 importés. Il s'agit principalement du variant Omicron. Des chiffres qui expliquent en partie l'affluence à Pao P'ai aujourd'hui. Après leur fermeture ce week-end, les centres de vaccination et la plateforme Covid ont fait le plein. Les candidats à la 3e dose sont nombreux, les primo-vaccinés aussi. Brigitte Olivier, Hiro Terorotua. En ce premier lundi de l'année où Papeete vit au ralenti, seul point d'agitation dans la ville, le kiosque de vaccination de Pao P'ai et juste en face la plateforme Pass Sanitaire. Mais face au nombre de candidats qui se présentent, les injections anti-Covid se font indifféremment dans les 2 centres. Il y a même des étrangers qui viennent se mettre à jour. On a ouvert les vaccinations à toutes les personnes, que ce soit touristes ou locales. Donc ils vont faire tout leur schéma vaccinal ici ? On peut compléter ici, comme ils peuvent aller compléter dans leur pays ou ailleurs. Et l'accompagnement en anglais est assuré par le polyglotte de service qui explique à ses travailleurs le mode d'emploi du carnet de vaccination Made in Whenua. Ces gens sont des personnes qui sont salariées de compagnies maritimes, qui travaillent avec la Polynésie, avec les agences maritimes polynésiennes. Et donc, ils arrivent vaccinés, bien évidemment. Et puis, si pendant leur séjour, leur schéma vaccinal nécessite un rappel, eh bien, on le fait, bien évidemment. Les Polynésiens ou résidents sont les plus nombreux. Beaucoup d'entre eux sont venus effectuer cette 3e dose de rappel pour cette raison. On n'a pas d'autre solution. Donc, non, ça ne m'a pas posé de soucis. Et puis, il y a les primo-vaccinés, les plus nombreux qui ne souhaitent pas s'exprimer face caméra, mais qui sont unanimes. Ils y vont uniquement pour le pass sanitaire. Manu Teagay, lui, ne se prononce pas sur les raisons des uns et des autres. Il veut gagner cette guerre grâce à l'immunité collective et justifie ainsi la dose de rappel. La Haute Autorité de Santé et les chercheurs en général dans le monde préconisent un rappel, c'est-à-dire on stimule le système immunitaire pour renforcer la production d'anticorps qui permet donc aux personnes, surtout les personnes vulnérables,
qui attrapent le nouveau variant, par exemple, de bien se défendre. Voilà, c'est le principe du rappel. C'est pour renforcer la production d'anticorps, pour restimuler le système immunitaire. Les chiffres des vaccinations effectuées aujourd'hui ne seront communiqués que demain. Touristes covidés cherchent logement. Une dizaine d'Américains atteints du coronavirus n'ont pas pu rentrer chez eux. Ils ont dû chercher un endroit où s'isoler en attendant de pouvoir monter dans l'avion. L'appel du consulat américain ce week-end a été entendu. Des propriétaires de logements se sont manifestés. Le reportage de James O et Patita Savea. À son arrivée au Fénois, Laurel était loin d'imaginer qu'elle contracterait le virus. Testée positive à la Covid-19, elle n'a pas pu embarquer à bord du vol retour samedi dernier. Lorsque je suis arrivée, mon test de dépistage était négatif. Quelques jours après, j'ai commencé à avoir des symptômes, mais rien de grave. Aujourd'hui, je me sens parfaitement bien. Les parents de la jeune Américaine n'ont pas été infectés. Ils ont fait le choix délibéré de s'isoler avec leur fille dans ce petit coin de paradis situé sur les hauteurs de Punaauia. Elle a commencé à se sentir mal le mardi. Le lendemain, elle a effectué un test Covid et bam, résultat positif. Pour elle, les vacances étaient terminées. Pour le reste de la famille, tout s'est parfaitement bien passé. Ils ont pu rentrer sans problème. Actuellement, une quarantaine de ressortissants américains sont en auto-isolement. Ils ont tous attrapé le virus au Fénois. Ils peuvent néanmoins compter sur le soutien sans faille de l'agent consulaire des États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a quand même affaire à des personnes très respectueuses. Les Américains suivent le règlement au doigt et à l'œil. Donc, je leur ai dit, moi, ils ne sortent pas. Et s'ils veulent se déplacer, ils peuvent se déplacer pour se faire tester. Ils doivent prendre un véhicule sanitaire qui va les emmener au lieu du test. Ils se font tester et ils rentrent en véhicule sanitaire. Dès la fin de leur période d'isolement, ces touristes américains pourront repartir chez eux, à condition toutefois de présenter un test Covid négatif. Et au vu de la progression du variant Omicron aux États-Unis, notez que le pays a été placé dans la liste des pays classés en zone rouge. Peu d'incidence pour la Polynésie pour le moment, nous y reviendrons. Et pendant ce temps-là, à Paris, le projet de loi pour renforcer les outils de gestion de la crise sanitaire a été présenté et débattu à l'Assemblée nationale. Première mesure envisagée, le remplacement du pass sanitaire par le pass vaccinal. La visite du candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon a créé la surprise au Palais Bourbon. Le groupe LFI a déposé une motion de rejet juste avant le début de la séance. Leslie Cadieu. Il n'était pas prévu au programme. Après avoir déposé à la dernière minute une motion de rejet du projet de loi, Jean-Luc Mélenchon s'invite au perchoir. Vous avez semé un chaos indescriptible du fait de votre imprévoyance. Une diatribe de 15 minutes à laquelle le ministre de la Santé a répondu. Moi, on m'a appris un dicton, un proverbe. L'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Quelques minutes plus tôt, Olivier Véran présentait les mesures de son projet, notamment le remplacement du pass sanitaire par le pass vaccinal. À compter du 15 janvier 2022, il sera donc nécessaire, si vous le votez, à partir de 12 ans, de présenter un justificatif vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, c'est-à-dire les restaurants, les débits de boissons, les foires, les séminaires, les salons professionnels et les transports interrégionaux. Concrètement, cela signifie qu'un test négatif ne sera plus valable pour obtenir son pass. Il faudra impérativement montrer un schéma vaccinal complet, exception faite pour l'accès aux hôpitaux et aux EHPAD, une mesure qui divise. Nous ne nous opposerons pas au pass vaccinal parce que nous croyons en la vaccination, nous croyons en la science et parce que nous voulons protéger les Français. Mais ce n'est pas non plus un blanc-seing donné à ce gouvernement. La transformation du pass sanitaire en pass vaccinal qui fait qu'on ne peut plus avoir une vie sociale normale si, notamment en démontrant qu'on n'est pas porteur du Covid, est à mon avis une véritable stupidité. Et je vais vous dire même mieux, c'est un danger. Autre volet du texte, le durcissement des sanctions et le renforcement des contrôles avec notamment la possibilité pour les professionnels de demander une pièce d'identité aux détenteurs du pass en cas de doute. Le texte doit être débattu ce soir à l'Assemblée avant d'être examiné au Sénat mercredi. Oui, et finalement, le projet de loi a fait l'objet d'une suspension surprise par l'Assemblée. Une majorité de députés ayant voté à main levée contre la poursuite des débats après minuit, ce qui risque de modifier le calendrier prévu par la majorité, en l'occurrence l'instauration de la loi le 15 janvier.
L'association Cousin-Cousine a obtenu une subvention de 14 000 €, soit 1 600 000 francs de la part de l'État. Objectif, permettre de loger des jeunes de la communauté LGBT en détresse, souvent rejetés par leur famille. Pour en parler, Karel Luciani, président de l'association Cousin-Cousine. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. 1 600 000 francs, c'est beaucoup et peu à la fois. Qu'allez-vous faire de cette somme? Alors c'est très peu, donc une partie de cette somme va être utilisée pour, dans les cas d'hébergement d'urgence, on va trouver des solutions adaptées à la personne. Et l'autre partie des fonds, c'est pour l'insertion socio-professionnelle. Donc il y a beaucoup de jeunes LGBT qui ont aussi perdu leur emploi pendant la période Covid et on va les aider, les coacher à retrouver un travail. Est-ce que vous pensez que cette aide de l'État vous permet de vous rendre plus visible, notamment auprès des autorités locales? Oui, tout à fait. C'est vraiment, nous, on salue le gouvernement français, l'État d'avoir ces actions, donner des subventions à des associations LGBT des Outre-mer. C'est vraiment nous donner de la visibilité et donc on remercie l'État français. Où est-ce qu'on est en retard? Est-ce que les enfants sont assez sensibilisés, par exemple? Non, il faudrait sensibiliser beaucoup plus la population en général, les enfants. Donc, on aimerait que les actions du gouvernement français et de l'éducation nationale, par exemple, soient aussi adaptées aux écoles en Polynésie française. À quoi vous pensez concrètement? Concrètement, il y a toute une série d'affiches, de petits livrets, de documents pédagogiques pour aider à la sensibilisation en milieu scolaire. Et donc, nous, on souhaiterait, on a le soutien du ministre de l'Éducation nationale en métropole, mais on aimerait que le gouvernement local aussi nous soutienne dans ces actions parce que c'est important. Des enfants souffrent à cause de ça et ce n'est pas normal. Vous avez essayé de joindre, pardonnez-moi, Christelle Lehartel, par exemple? Oui, en fait, juste un courrier. On a relancé le courrier, et on n'a toujours pas de réponse et c'est dommage parce que c'est important. On aimerait bien travailler avec les enfants. Quels sont les messages que vous voudriez faire passer, par exemple? Par exemple, nous, on aimerait beaucoup plus de sensibilisation. On est dans une époque où on devrait... les lois ont été favorables à l'émancipation, le mariage pour tous. Donc, on salue également ces lois qui aident à la visibilité. Il y a eu du progrès de ce côté-là? Il y a une plus grande tolérance? Oui, il y a une plus grande tolérance. On peut observer, on va sur une page Facebook d'une commune, par exemple Fa'a, on va voir que les photos de mariage de personnes de même sexe sont publiées et il y a de très nombreux commentaires positifs. Donc, pour nous, c'est vraiment une avancée. Une élève transsexuelle participe à l'élection de Miss Université. Cela vous rassure aussi? Là, on est vraiment tout à fait... on est super contents et ça nous rassure. On voit que les jeunes générations font d'eux-mêmes ces choix d'inviter une candidate transsexuelle à une élection. Et donc, pour nous, c'est très bien. Pour conclure, finalement, quel est le message, la substance de votre message, finalement? La substance, c'est vraiment changer les mentalités. Message de tolérance? Plus de tolérance, de respect et aussi le soutien de l'administration et de tout le monde. On a besoin d'alliés pour avancer sur ce sujet et c'est vraiment le moment d'aller de l'avant et de changer son regard sur les LGBT et parce que personne n'est sur Terre pour souffrir. Merci beaucoup, Karel Luciani, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous présidez l'association Cousin-Cousine. Merci. Le courant passe finalement entre les marquises et EDT. Les contrats de concession avec le fournisseur historique de Hiva-Oa, Uapo et Nuku-Hiva sont finalement prolongés de 2 ans. Un délai qui permettra à la communauté de communes de s'organiser et relancer un appel d'offres. Les négociations se sont tenues juste à temps. Écoutez François-Xavier de Froment, le président directeur général de TTNJ. Il répond à Hiro Terorutua. En réalité, les marquises avaient plusieurs options. Donc elles ne seraient pas restées, seules. Elles avaient la possibilité aussi d'attribuer un marché au mieux-disant, puisqu'il y a un appel d'offres en cours. Mais elles avaient aussi l'occasion de rediscuter avec EDT, qui avait besoin de visibilité en réalité pour réaliser des investissements qui n'étaient pas prévus dans un laps de temps aussi court qu'étaient les 9 mois.
Donc les marquises ont souhaité étudier la mutualisation de leurs moyens et donc on leur a offert un délai qui leur permettait d'aller au bout de leurs souhaits. Après les fêtes de fin d'année, c'est une période calme pour les commerçants. C'est le moment de procéder aux inventaires des stocks, une étape obligatoire pour la comptabilité, même si elle se révèle le plus souvent fastidieuse. Lucille Guichet-Tirao et Jacques Damour. Porte close, mais derrière le rideau de fer, les commerçants travaillent. Dans ce magasin de matériel nautique, l'inventaire va durer 3 jours. 190/060. Il faut tout compter, des plus grosses références aux plus petites pièces. Alors, tous les corps de métier sont mobilisés. Il faut tout compter aujourd'hui. Même les rondelles, même les vis, tout. Au bout d'un an de vente, il faut remettre à jour le stock informatisé et le stock réel en rayon. Pour ce travail minutieux, les commerces restent fermés. Quand nous faisons un inventaire, on ne peut pas facturer en même temps. Si on compte une pièce et qu'entre-temps on la vend et que ce n'est pas encore enregistré, ça ne va pas le faire du tout. Dans cette boutique de prêt-à-porter de Papeete, l'heure est au comptage aussi. Une obligation légale pour la comptabilité et les impôts, mais l'occasion aussi de faire le point sur les vols, appelés pudiquement la démarque. Ça sert à bien vérifier son stock, à voir les pertes et le montant de stock qui nous reste pour démarrer la nouvelle année. C'est très important parce que comme ça on ne sait jamais au niveau des ventes et tout, peut-être qu'il y a eu des petits loupés et là on est sûr de nous que ce stock-là il est réellement à jour après inventaire. Avant d'aborder une nouvelle année, cet inventaire permet de jauger l'activité et de réaliser un état des lieux complet avant de passer de nouvelles commandes. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'information principale. Un militaire tahitien de 22 ans est accusé d'avoir assassiné sa compagne, elle aussi militaire, à coups de couteau. C'était pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier. La victime était âgée de 27 ans. Selon le parquet d'Angers, le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. La une de la presse écrite demain, Tahiti Info, titre « Les rendez-vous de 2022 ». Au programme, ce soir, de la première, la série française Balthazar, puis un documentaire, Les trésors du Paris des années folles. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, les premières informations en radio vous seront présentées par Corinne Tehetia et Abinera Tematahotoa. D'ici là, passez une excellente soirée sur nos antennes. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.